messieurs, bonjour, bienvenue en Allemagne pour le 12e Grand Prix de la saison, le 4e et dernier d'un mois de juillet particulièrement chargé. Nous voilà à Hockenheim après un an d'absence puisque le Grand Prix d'Allemagne n'était pas au calendrier l'année dernière. On va rentrer dans le paddock avec le traditionnel. Voilà, magnifique, hein? Le circuit de Hockenheim qui accueille en alternance le Grand Prix d'Allemagne avec le circuit du Nürburgring. On se souvient tous du tracé légendaire dans les forêts du circuit de Hockenheim. Depuis 2002, il a été reprofilé. Il reste néanmoins assez rapide. Alors, comme d'habitude, nous allons parcourir l'album des archives et on commence avec un mauvais souvenir. C'était en 1968 avec le décès en Formule 2 du légendaire Jim Clark. En 1977, un an après son terrible accident au Nürburgring qui avait failli lui coûter la vie, victoire ici sur Ferrari de Niki Lauda. En 1982, partie de boxe entre Nelson Piquet et Eliseo Salazar qu'il avait éjecté de la piste. En 1995, premier des 4 succès ici à Hockenheim de Michael Schumacher. En 1995, c'était sur une Benetton. En 1999, on se souvient du pneu de la McLaren d'Hakkinen qui éclate en pleine ligne droite, laissant la victoire à Eddie Irvine. En 2000, on était en plein direct et puis apparition sur les écrans d'un illuminé qui se retrouve sur la piste. C'était aussi la première victoire en rouge de Rubens Barrichello qui s'était élancé, figurez-vous, de la 18e place sur la grille de départ. En 2001, un gros accrochage et une grosse sortie du Brésilien Luciano Burti qui avait heurté Michael Schumacher. C'est son frère Ralf qui s'était imposé. En 2010, les fameuses consignes d'équipe chez Ferrari. Massa était en tête et puis subitement, on lui fait passer le message. Fernando is faster than you. Et à contre-cœur, il doit laisser passer l'Espagnol. Et puis en 2014, un gros crash au départ avec Felipe Massa qui avait heurté Magnussen. Victoire de Nico Rosberg. Voilà pour les archives. On va rejoindre maintenant Thibaut Rinchon qui se retrouve dans le fameux stadium. Oui Gaëtan, je me trouve ici dans une des tribunes du stadium. C'est un endroit mythique pour les supporters sur ce circuit de Hockenheim. Alors il y a beaucoup de supporters allemands, beaucoup de supporters de Max Verstappen aussi. On en a vu un bon nombre. Parfois c'est une tribune, un endroit qui est un petit peu plus clairsemé au fil du week-end. Peut-être que les attentats de la semaine dernière en ont refroidi certains, mais il y a une autre raison. C'est que malgré la présence de pilotes allemands, ce n'est plus la même chose que lors de la période Schumacher. Chez les fans allemands, chacun a son petit préféré. My guess Vettel is the most favorite driver, definitely. Yeah. Nico Rosberg. Our favorite driver is Sebastian Vettel. Mais personne, selon eux, ne dépasse le mythe Schumi. Schumacher a modifié la vie des supporters. Ce n'est plus la même atmosphère maintenant. C'était plus un héros pour vous. Tout à fait, c'était plus un héros. Le public pouvait s'attacher à sa personnalité. Le public soutenait très fort Schumacher et ce qu'il était. Schumacher, c'était le meilleur pilote du monde. Sébastien Vettel, c'est le numéro 2. Ce n'est pas comme Schumacher. Ce week-end, pensée des supporters pour Schumi. Mick Schumacher, le fils du septuple champion du monde, est aussi présent dans le paddock, tout comme Sabine Kehm, la manager de Michael Schumacher. Côté écho du paddock, passage d'abord chez Haas où Esteban Gutiérrez n'a pas digéré le geste déplacé de Lewis Hamilton à Budapest. Le Mexicain pénalisé pour avoir soi-disant ignoré les drapeaux bleus. Mais c'est Lewis qui devrait être pénalisé car c'est lui qui n'a pas respecté un autre pilote. Moi j'ai fait ce que les règles m'imposent et je n'ai pas changé de ligne. Je comptais me retirer, je savais que 2 voitures arrivaient ensemble derrière moi. Imaginez si je les laisse passer dans un virage ou un passage avec des dépôts de gomme. Peut-être que je crée un crash entre deux car je me retire au mauvais endroit. Voilà simplement pourquoi j'ai préféré attendre un lieu sûr. C'est aussi simple que ça. J'ai été pénalisé, mais pas sur base de mon comportement, mais bien au vu de la réaction de Lewis et de la manière dont il l'a manifesté. À mes yeux, ce n'est pas une bonne façon d'analyser avant de poser une décision de pénalité.
Ils devraient consulter les pilotes après le fait, ils savent ce qu'ils font, ils devraient avoir l'expérience et ils devraient juger indépendamment sans tenir compte de la réaction éventuelle d'un pilote. Troisièmement, j'étais très déçu du geste que Lewis m'a adressé. C'est totalement irrespectueux, je trouve, quelle que soit votre position, la voiture que vous conduisez ou votre étiquette de champion du monde. Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous sommes tous des compétiteurs et rien ne change le fait qu'on doit d'abord se traiter comme des humains. Personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. Je pense sincèrement que personne n'a le droit de manquer de respect envers autrui. On mérite tous ce respect. Pour moi, son comportement a été antisportif. J'ai entendu qu'il cherchait mon numéro, mais mon téléphone n'a pas sonné, visiblement. Nous n'en avons pas parlé, mais je n'attends pas spécialement un geste de sa part. Je n'ai rien contre lui personnellement. Lewis doit juste apprendre le respect envers chaque concurrent. Si vous voulez être champion du monde, vous devez d'abord être un champion propre. Quelques soucis pour Rio Haryanto dont le baquet est menacé. L'Indonésien possède un contrat jusqu'en fin de saison, mais l'argent de ses sponsors tarde à arriver. Haryanto est bien au départ ce week-end. Pour la suite, il faudra voir. Un break de 3 semaines s'annonce. Mon management et le team s'attellent à me maintenir dans le baquet. L'équipe me soutient. C'est le cas de beaucoup de supporters aussi. J'espère de tout cœur pouvoir poursuivre l'aventure et boucler cette saison. En cas d'éviction d'Haryanto, plusieurs noms circulent pour le remplacer, dont celui de Stoffel Vandoorne. C'est très simple, c'est une rumeur qui a été écrite par un journaliste qui voulait avoir son nom sur la première page des journaux. Donc comme dans un paddock, on discute tout le temps. Manor a éventuellement peut-être la possibilité en tout cas l'obligation de changer son line-up pour la fin de saison. Alors ils ont simplement regardé un peu à travers la pit lane les pilotes qui étaient disponibles. Stoffel est l'un d'entre eux, mais il y en a d'autres. Il y a Esteban Ocon, il y a Pierre Gasly, il y en a plein d'autres. Et donc ils ont simplement regardé, donc c'est une rumeur, mais il y a absolument rien d'autre que ça. Rouler dans une F1, c'est toujours de l'expérience. Rouler sur des circuits, il n'a jamais roulé, c'est toujours de l'expérience. Aujourd'hui, Stoffel, il a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il a simplement besoin de rouler, d'expérience et de s'épanouir. Donc c'est pas forcément une opportunité qu'on envisage avec Manor, mais c'est pas forcément idiot de le faire aussi. Voilà. Dernière chose, c'est toujours le mois de septembre, fin du mois de septembre, la deadline pour en savoir plus. Toujours, désolé la Belgique, il faut attendre un petit peu encore. Inquiétude du côté de Bernie Ecclestone, dont la belle-mère a été kidnappée la semaine dernière au Brésil, dans les environs d'Interlagos. C'est une situation tellement difficile à vivre. Je suis très proche de Fabiana, je ressens de la tristesse sur ce sujet. J'espère que tout rentrera dans l'ordre et que sa maman reviendra vite à la maison. On ne souhaite ce genre de nouvelles à personne. J'espère vraiment le meilleur pour eux. Nous sommes en contact, j'espère que ça ira. Mercedes à l'honneur pour un week-end à domicile. La marque qui possède sa propre tribune sur le circuit. Jeudi soir, elle en a profité pour exposer quelques-unes de ses plus belles monoplaces juste en dessous de la monture de Rudolf Cacchiola en 1926 à celle de Lewis Hamilton cette année. En passant par les voitures de Juan Manuel Fangio et Stirling Moss, plusieurs petits trésors ont été mis à l'honneur. Mercedes qui a aussi mis en avant sa présence dans d'autres disciplines comme l'endurance et le DTM. Au programme aussi un barbecue en toute décontraction, le tout en compagnie de Nico Rosberg, comme à la maison pour l'Allemand. Alors Gaëtan, on va faire un petit point sur les dossiers qui animent le paddock et qui ont animé le paddock durant tout le mois de juillet, depuis plusieurs semaines. Les discussions avec notamment du changement et avec d'abord une réunion importante du côté du groupe stratégique. Oui, c'était à Genève cette semaine. Donc en gros, il y a Jean Todt, Bernie et puis 6 teams représentés. Ils ont décidé, que désormais le système de protection du cockpit n'apparaîtrait qu'en 2018. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils estiment que les pilotes n'ont pas assez d'expérience. Ils ont trop peu
peu rouler avec cet élément-là et donc il préfère attendre encore un an. Ça ne s'appellera plus d'ailleurs le Hello, mais Head Protection. 2. Concernant les communications radio, tout sera désormais permis, approche libérale de l'article 27.1, sauf dans le tour de formation jusqu'au moment du départ. 3. Quand il y aura désormais une zone de double drapeau jaune, eh bien le directeur de course brandira directement le drapeau rouge. Comme ça, il n'y a plus de discussion. Et puis une autre décision, mais celle-là elle concerne 2018, c'est celle des départs sous safety car. Oui, on avait vu quand il y avait de la pluie, par exemple en Angleterre, les voitures ont démarré sous voiture de sécurité. Désormais, on fera encore des tours d'exploration derrière la voiture de sécurité. Et puis quand la piste sera suffisamment sûre, on arrêtera tout le monde et on donnera un départ normal. Voilà pour les changements. On en a eu beaucoup de réunions durant ce mois de juillet, durant ces grands prix du mois de juillet. Maintenant, je vous propose de rester dans le paddock. On va passer à la suite des nouvelles du week-end. Verstappen a fait parler de lui après son duel face à Kimi Raikkonen à Budapest. Max montre souvent les dents pour défendre sa place. C'est un peu devenu sa marque de fabrique. Oui, c'est vrai, mais ce que tu fais bien, tu dois continuer de le faire. La rivalité avec Daniel Ricciardo, c'est une bonne chose pour Red Bull ? Je trouve cette rivalité plutôt saine, tout se déroule bien entre nous deux, chacun essaie d'aller chercher le maximum, je n'ai pas à me plaindre. En Hongrie, son équipier Ricciardo a repris des couleurs, 2e podium de la saison et une 3e place au championnat. Un bon week-end pour l'Australien qui n'avait terminé devant Verstappen que 2 fois en 6 courses avant cela. J'ai plusieurs objectifs à l'esprit, bien sûr, celui-ci en faisait partie. Est-ce qu'on peut dire que votre rivalité est bénéfique pour le team ? Oui, je le pense sincèrement. Cette manière d'avancer tire le team entier vers la bonne direction. L'équipe peut le voir et en est satisfaite comme nous. Juste devant, Ferrari garde encore un infime avantage au championnat constructeur, un tout petit point d'avance. Les Rouges qui se sont séparés de James Allison, directeur technique de la Scuderia, remplacé par Mattia Binotto, précédemment en charge du département moteur. C'est clairement un grand changement pour le team. L'impact de ce choix se fera sur le moyen et sur le long terme. Honnêtement, je pense que ce sujet doit rester entre le team et James. J'ai du respect pour les deux, mais ce n'est pas mon job de commenter ce type de discussion. Je me concentre sur l'aspect sportif. J'ai demandé à mon dentiste si une brosse à dents électrique nettoyait mieux qu'une brosse à dents manuelle. Elle m'a dit bien sûr, mais choisissez-en une inspirée par les dentistes, avec une brossette ronde. La brossette ronde unique d'Oral-B entoure chaque dent pour décoller la plaque et aussi pour la balayer. Oral-B est la marque la plus utilisée par les dentistes eux-mêmes dans le monde. Devenez expert avec Oral-B. Maman, papa, on voudrait acheter des tickets pour un festival. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'argent ? C'est pour... One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Alors, petite séquence technique traditionnelle dans Warm-Up, mon cher Stoffel. Aujourd'hui, on va aller dans le laboratoire ExxonMobil qui se trouve dans le stand. On vous suit. Ouais, exactement. Donc ici on va un peu derrière les écrans de chez McLaren sur les courses. Ici on a notre petit laboratoire d'ExxonMobil. C'est vraiment ici qu'on analyse l'huile de la voiture, on analyse l'essence qui est dans la voiture. On voit ici aussi qu'il y a les petits samples qu'on prend de la voiture à chaque fois qu'elle s'arrête ou qu'elle va repartir. On a notre chef technique Tony Harlow qui est le spécialiste d'ici et qui analyse vraiment tout l'huile. Et cette machine là donc devant lui, c'est quoi ? Ouais, donc c'est vraiment la machine qui analyse tout l'huile. Et voilà, c'est très important pour la performance de la voiture d'avoir une bonne collaboration entre McLaren et notre partenaire ExxonMobil. Et puis voilà, on peut aussi mesurer dans l'huile comment la boîte de vitesse s'use
avec les niveaux de métallique qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est vraiment un partenaire très important pour nous. En fait, ça permet parfois d'éviter d'éventuels problèmes ou casses mécaniques, mais aussi, vu toutes les restrictions au niveau du règlement, en fait, l'essence ou les huiles, c'est un élément qui permet un gain de performance aussi, non? Oui, exactement. Surtout l'essence, on travaille très très fort là-dessus. Je pense que cette année, rien que dans l'essence, on a trouvé 3-4 dixièmes au tour, ce qui est vraiment un chiffre très impressionnant vu le règlement comme il est difficile en ce moment. Et puis on a l'huile qui est très important pour la fiabilité, mais aussi pour la boîte de vitesse. On ne veut pas qu'il y ait de la traînée aussi, donc on essaye de l'avoir au plus fine possible, mais aussi avoir la fiabilité avec. Voilà, et ça se trouve dans le stand, donc juste derrière les voitures. Merci Stoffel. Juste une question, parce qu'on en a beaucoup parlé dans Warm-Up, mais on vous en a pas encore parlé. Qu'est-ce que c'est que cette rumeur de Manor pour l'année prochaine? En ce moment, c'est que des rumeurs, donc c'est vrai que ça a pris beaucoup d'attention dans la presse. Mais voilà, comme j'ai dit et comme l'équipe a dit, c'est que des rumeurs. Et d'un autre côté, voilà, c'est très chouette de voir qu'il y a des intérêts des autres teams. Et voilà, s'il y a un intérêt, je pense que le premier pas, ce serait pour eux de contacter McLaren. Et à partir de là, on verra bien ce qui peut se faire. Voilà, wait and see. Et merci pour ces explications techniques. Toujours bienvenue dans Warm-Up. La semaine dernière, Rosberg a perdu la tête du championnat, 6 points de retard sur Lewis Hamilton qui a renversé la tendance. Depuis le début, j'ai pu rencontrer beaucoup de contextes bien différents, des problèmes mécaniques ou liés au moteur par exemple. Mais le déclic s'est fait à Monaco pour moi. Tout roule et j'espère poursuivre dans cette voie. J'écoperai sans doute d'une pénalité moteur, mais après le break estival. Ça change rien du tout parce que je compte pas les points. Je suis concentré sur ce week-end, méga motivé parce que je sais que j'ai la possibilité de gagner ici et cela me ferait grand plaisir parce que c'est mon deuxième Grand Prix de maison. Ambiance chez Mercedes où Hamilton était allé réclamer chez les commissaires après la pole de Rosberg sous drapeau jaune. Bon, je suis tranquille sur ces trucs-là. Lui, il fait ce qu'il veut. Par contre, je trouve ça intéressant que tout d'un coup, il était devenu tellement intéressé par la sécurité de notre sport. Hamilton, qui en course a facilement contenu son équipier en Hongrie, le Britannique impressionne toujours autant par son style de pilotage. Me battre au sein du peloton, c'est sans doute un de mes points forts sur un circuit. J'ai débuté en karting durant mes premières expériences avec la course automobile. Je partais chaque fois en dernière position, comme les autres avaient de meilleurs karts, je les suivais pour me faufiler au milieu de la bagarre. Je n'avais pas un bon kart, je ne partais pas en tête, ça fait la différence aujourd'hui, je crois. Rien à signaler lors des premières séances d'essais libres, si ce n'est un petit souci pour Jenson Button, le Britannique a dû passer par l'hôpital. Je roulais dans la pit lane et j'ai pris quelque chose dans l'œil droit. Je n'étais pas inquiet, mais on a réalisé un check-up par précaution. C'était un corps étranger, une irritation due à un morceau de carbone. Il a été enlevé par les spécialistes après certains examens. Ils m'ont ensuite donné quelque chose pour faire passer la douleur, mais tout va bien. Et puis une petite parenthèse avant les choses sérieuses. Passage chez Sauber, l'écurie Helvète qui invite le paddock à célébrer la fête nationale suisse dans et hors de son hospitality. Au menu, raclette plutôt originale pour un mois de juillet. Alors, moment exceptionnel dans Warm-Up, une entrevue exclusive avec Fernando Alonso. Hello Fernando. Hello. Vous fêtez vos 35 ans ce week-end. Tout d'abord, bon anniversaire. Est-ce que vous avez toujours cette même envie, cette même passion? Je pense que la passion est intacte. J'adore toujours autant conduire. Quand vous êtes un compétiteur, vous voulez gagner tout ce que vous faites, pas uniquement en Formule 1. Je cherche aussi à être compétitif durant une journée normale. J'aime toujours ce que je fais. J'ai pu acquérir de l'expérience. Je sais maintenant comment ce sport fonctionne. Je connais aussi la routine du week-end, les essais libres, les qualifications, les moments importants et ceux durant lesquels tu peux lâcher un peu la pression. J'essaie de maximiser mes performances.
Quand vous regardez tous vos succès dans le rétroviseur, est-ce que vous avez imaginé que tout cela était possible un jour? Absolument pas. En arrivant en Formule 1, je réalisais un rêve. C'est un sport tellement compétitif. Moi, j'ai grandi en voyant Michael Schumacher, Mika Häkkinen ou David Coulthard. Vous n'imaginez pas être capable d'atteindre ce niveau un jour. C'est particulièrement compliqué d'atteindre des résultats pareils ou d'avoir une équipe performante qui vous encadre. C'est une vraie surprise et une aventure fantastique pour moi. Vous parliez à l'instant de Michael Schumacher. C'est impossible de ne pas penser à lui lorsque vous êtes en Allemagne. Quel est votre feeling sur cette mauvaise nouvelle dont on n'apprend plus beaucoup de choses? Ce fut une nouvelle naturellement triste. Il était un peu comme une référence pour nous tous, une inspiration pour ma génération de pilotes quand on apprenait en karting ou dans les catégories inférieures. Je ressens beaucoup de tristesse, on lui envoie encore régulièrement des ondes positives, on ne peut pas perdre espoir et il faut continuer d'espérer que la situation évoluera un jour. Vous abordiez le karting, vous possédez une école de karting pour les jeunes. Ce qui est incroyable, c'est que vous accueillez des Espagnols, mais de nombreuses autres nationalités. C'est une fierté pour vous? C'est une très grande fierté. Il y a un musée et un centre en Espagne avec une école de karting pour les enfants de 7 à 11 ans. Des jeunes venant effectivement d'un peu partout et on essaye de les aider. Le sport m'a apporté beaucoup, je suis heureux de rendre quelque chose en retour. Si l'un d'eux a le talent, il aura les infrastructures, les connaissances et les équipements chez nous. Peut-être qu'un jour, ils réaliseront leurs rêves comme moi. Il y a une rumeur dans le paddock actuellement qui concerne Stoffel Vandoorne. On l'envoie chez Manor, c'est un peu surprenant. Quelle est votre opinion? Ce serait une bonne chose pour lui d'aller y disputer la seconde partie de la saison? Je pense que oui. Si une opportunité vous permet de rouler, il faut la saisir. Manor constitue un team modeste, ils ne sont pas totalement compétitifs. Pour moi, Stoffel possède le talent pour rouler dans une écurie compétitive, mais ça peut être un bon début pour lui. Pour découvrir les procédures de départ ou les arrêts au stand, un peu comme son expérience à Bahreïn, mais ce n'était qu'une seule course. Si tu répètes cela toutes les 2 semaines, durant une certaine période, ça ne peut que t'aider. C'est mieux d'être dans la voiture que derrière la télévision. On verra s'il a une opportunité l'an prochain. Thank you very much. Good success. Merci beaucoup. On passe à la séance qualificative avec d'abord à noter une élimination en Q3, celle de Daniil Kvyat. 19e temps, il partira 18e, le Russe complètement hors du coup. J'ignore ce qui ne fonctionne pas pour le moment. Je pense que le break estival ne sera pas suffisant, mais ça va. Merci. À noter en Q2 la présence de Jolyon Palmer, c'est la première fois depuis le Grand Prix d'Australie en début de saison, et puis élimination des 2 McLaren et des 2 Haas avec Gutiérrez devant son équipier Grosjean qui écope de 5 places de pénalité pour un changement de boîte. On entre dans le top 10 avec une 4e et une 5e ligne réservée au duel entre les Force India et les Williams pour la 4e place du championnat constructeur. Ça ressemble à un duel entre eux et nous, oui. Force India nous presse, mais nous allons en Q3 plus régulièrement qu'eux. Ce sera une belle bataille. Je suis heureux de voir Nico devant la meilleure des Williams. Je suis juste derrière pour ma part. J'aurais été 7e sur la grille avec mon tour en Q2. Tout ça se joue à peu de choses. Un top 10 dans lequel on navigue en formation. En 3e ligne, 5e et 6e, les Ferrari, Raikkonen et Vettel. Les rouges, qu'ils le veuillent ou non, se positionnent de plus en plus comme la 3e force du plateau.
Les autres teams n'ont pas besoin de franchir un palier. Nous avons régressé tout seuls cet après-midi. Force India est compétitif aussi. C'est donc plus correct de dire que nous ne sommes pas à notre niveau habituel. Il y a plusieurs éléments qu'on doit comprendre. En deuxième ligne, un tir groupé aussi, celui des deux Red Bull avec Ricciardo 3e, Verstappen 4e. Toute la séance qualif s'est bien déroulée pour moi. Être proche dès le premier relais, c'était un signe positif. Je regrette juste mon dernier secteur en Q3 car j'ai perdu un peu de temps. Nous sommes devant Ferrari, notre objectif principal est rempli. La séance a été bonne pour moi, la troisième place est excellente car c'est tellement difficile de passer les Mercedes. Maintenir la différence à moins d'une demi-seconde nous offrira peut-être une chance de faire quelque chose en course. Et puis on passe à la première ligne, à nouveau 100% Mercedes, on prend les mêmes et on recommence comme à Budapest. Nico Rosberg devance son équipier Lewis Hamilton. La course sera serrée entre nous deux, comme toutes les séances ici, c'est bien pour les fans. Bon, on va pas dire que c'était pas comme être à la plage, hein. Ça c'est sûr, c'était un peu compliqué. Parce que oui, j'ai vraiment qu'un tour à faire. Hein. Et si je loupe, je suis 7e. Si je fais bien, j'ai la pole. Il faut que j'attaque parce que Lewis il était rapide et je peux que faire la pole si vraiment je prends des risques et j'attaque. Et ouais, j'ai bien réussi, j'étais très content. Voilà, eh bien, il nous reste à rejoindre notre cabine pour vivre en direct ce 12e Grand Prix de la saison. À tout de suite.